Vous montrez que les normes pratiques ne doivent pas être comprises uniquement comme des écarts par rapport aux normes officielles, ni seulement comme des expressions de corruption ou de dysfonctionnement. Elles participent aussi au fonctionnement ordinaire de l'administration. Mais en même temps, toutes les normes pratiques ne produisent pas les mêmes effets. Certaines permettent de faire tenir l'administration, d'autres produisent la captation de l'exclusion et des inégalités. Avec le recul de votre enquête, comment distingueriez-vous analytiquement ces différents types de normes pratiques? Existe-t-il, selon vous, des critères empiriques permettant de dire qu'une norme pratique contribue au fonctionnement de l'administration, tandis qu'une autre relève davantage de la captation ou de la dépossession? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question porte sur la portée plus large de votre travail, Olivier. Votre enquête est très fortement ancrée dans le cas congolais et dans une administration sectorielle particulière, celle de l'environnement. Mais les mécanismes que vous décrivez semblent dépasser ce seul cas. La négociation du recrutement, la multiplication des prix, les effets différenciés des financements externes, la reconfiguration locale des réformes et l'importance des dispositifs documentaires. Selon vous, quels sont les résultats de votre thèse qui peuvent être transférés à d'autres administrations, à d'autres secteurs ou à d'autres contextes similaires au contexte de la RDC? Et inversement, quels sont les éléments qui vous paraissent profondément spécifiques au ministère de l'Environnement en RDC? Je vous remercie encore, cher Olivier, pour cette thèse qui constitue, à mon sens, une contribution importante à l'étude empirique de l'État, des administrations publiques et des politiques de développement. Merci. Vous avez la parole. Merci Sylvie pour l'appréciation et les questions intéressantes. Olivier? Merci beaucoup, Prof. Sylvie, pour les commentaires et les différentes questions. Je m'excuse, je vais éteindre la vidéo parce que la connexion est un peu très basse. Si vous me permettez, j'éteins la vidéo comme ça, je vois. Vous m'entendez? Oui, ça va. Merci beaucoup. Oui, par rapport à la conclusion sur les normes pratiques, ce qui est vrai, c'est très difficile à nuancer. Je peux partir d'abord de la typologie. Il y a une typologie qui a été effectuée par Olivier de Sarda où il distingue les normes pratiques adaptatives, transgressives. Donc il y a plusieurs types, je crois 5 types de normes pratiques. Mais jusque-là, ça ne répond pas à votre question, c'est-à-dire de savoir quelles sont les normes pratiques qui sont, on peut appeler, qui sont positives et quelles sont les normes pratiques qui sont un peu négatives. Ce que j'ai remarqué à travers le terrain, que les normes pratiques, ce sont d'abord des régulations possibles qui sont mobilisées en instant T, c'est-à-dire en instant où on a besoin vraiment c'est-à-dire c'est en fonction de ça qu'on peut savoir si cette norme pratique permet d'arriver, par exemple, à un résultat comme je l'ai démontré par exemple, pour arriver à mobiliser plus de revenus. Il y a des fois où on engage, on parle du norme officiel, c'est-à-dire la révisitation d'un arrêté. On va visiter un arrêté. Mais l'idée qui est cachée là, c'est d'augmenter la recette sectorielle. Alors que la norme officielle qui a été mobilisée montre bien que, ou soit on va dire qu'il y a actuellement un boom du marché carbone et qu'il y a vraiment besoin de capter le fonds de crédit carbone. On va revisiter l'arrêté, mais malheureusement là, on augmente par exemple l'État va prendre 50% de bénéfices et laisse 50% à d'autres parties prenantes. Maintenant, le problème là, à ce niveau maintenant, est lequel? Quand est-ce qu'on peut dire que cette norme pratique est positive ou négative? Je peux dire, sous votre guidance, je peux dire que
c'est en fonction c'est à quoi on attend comme résultat. Donc, au-delà de cette typologie des brevets descendants, je peux dire que la norme pratique s'apprécie en fonction des résultats. Et bien évidemment, on en a des positifs et on en a des négatifs qui sont des normes normes pratiques rétrogrades qui font encore réguler l'administration. C'est-à-dire lorsque, au lieu par exemple de faire fonctionner l'administration, un fonctionnaire arrive à mobiliser une norme qui permet plus permet à s'enrichir au détriment de l'intérêt général. Là, on peut dire qu'il y a de ces normes-là pratiques et négatives. Donc, je reste un peu, mais j'avoue que je dois approfondir les investigations là-dessus pour savoir vraiment comment est-ce qu'on peut apprécier la positivité ou la négativité d'une norme pratique. Par rapport au retour de mon travail, qu'est-ce qu'on peut amener ailleurs, qu'est-ce qu'on peut garder pour la RDC en termes de spécificité. Je peux dire que je suis parti d'un constat d'une administration où on dénombre beaucoup d'interventions des donateurs et actuellement on a maintenant des interventions des acteurs économiques et privés. Maintenant, comme on parle de l'ARS comme état un méga biodiversité, on sait que partout où on va parler environnement, on va parler de dioxyde de carbone, on aura besoin de savoir qu'est-ce qui peut se passer en réalité concrètement. Particulièrement en ce qui concerne le marché volontaire, on sait qu'on a que ça a créé des formes de pouvoir et de gouvernement. Il y a eu des perdants, il y a aussi des gagnants. Et donc cela peut aider à d'autres pays ou à d'autres chercheurs de pouvoir un peu inspecter de près ce qu'on propose, ce que les marchés, par exemple, proposent, par exemple, le marché carbone ou une autre réalité. Par rapport au recrutement, la République du Congo, en termes de recrutement, particulièrement au sein de l'environnement, on sait qu'il y a toujours l'augmentation du nombre de fonctionnaires, mais qui ne cadre pas toujours avec ce qu'on a comme cadre. Cette étude appelle aussi par exemple, à l'appréciation de ce qui se fait au sein de l'administration comme recrutement, en se focalisant plus sur des pratiques réelles, surtout dans un contexte, je précise bien, dans un contexte de ressources limitées. Quand on a des ressources limitées et qu'à l'extérieur, les gens savent que vous avez des barrières, alors qu'en réalité, ces barrières ne sont pas là, vous ne mettent pas à disposition les fonds pour que l'administration puisse fonctionner. En termes de spécificité pour la RDC par rapport à l'expérience ici, et que je vais d'abord la RDC reste un cas particulier, mais pas vraiment particulier. Si on considère encore tout ce qu'il y a comme réalité administrative, l'administration est parfois utilisée comme un élément de pouvoir, c'est-à-dire où les gens peuvent être recrutés ou soit rétribués en fonction de ce qu'ils ont mobilisé en termes d'électorat. Donc, ces cas ici nuancent encore l'appréciation des administrations, notamment dans les pays en développement où on peut observer les pratiques de recrutement, les paiements des fonctionnaires, ainsi que les mobilisations des taxes parafiscales. Mais pour conclure, j'ai des questions à approfondir. Je suis d'accord.